Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour revenir sur la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir, 1 heure cette fois-ci, pour décrypter ensemble les enjeux en matière de marché financier. Et au sommaire de cette édition, Liz Truss, la première ministre britannique, a démissionné il y a quelques heures de ses fonctions, 45 jours à peine après sa prise de poste. Liz Truss qui, on le rappelle, avait présenté un mini-budget comportant des baisses d'impôts importantes et des mesures de soutien aux ménages britanniques qui avaient affolé l'ensemble de la place financière britannique, à tel point que le FMI lui-même s'était montré préoccupé par les propositions du gouvernement Truss. La situation avait d'ailleurs conduit la Bank of England à intervenir et à procéder à des rachats d'obligations durant une dizaine de jours pour éviter notamment que la situation ne dégénère en lien avec les positions risquées prises par des fonds de pension. Quel sera l'impact de cette démission sur l'économie britannique et sur les marchés financiers? Cela va-t-il créer un précédent dans l'écoute entre politique et banque centrale dans une période aussi tendue financièrement? Des questions que nous aborderons dans un instant dans Smart Bourse. La séance du jour est également marquée par de nombreux résultats d'entreprises plutôt encourageants. Si les investisseurs ont pu découvrir après la clôture de Paris hier soir des résultats donc encourageants pour IBM, mais aussi ceux de Tesla, record mais en dessous des attentes, Hermès s'installe de son côté parmi les plus fortes hausses du jour à Paris après la publication d'une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 24% portée par toutes les divisions métiers, mais aussi, comme LVMH d'ailleurs, des ventes en Asie et notamment par ses ventes en Chine. La Chine qui, on le rappelle, applique toujours une politique zéro Covid très stricte. Nous commenterons avec nos invités en plateau dans un instant la saison des résultats qui démarre plus optimiste qu'anticipé. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur l'investissement socialement responsable avec Frédéric Vuillot, le fondateur du site Mediatico, alors que s'est tenue début octobre la semaine de la finance responsable. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Pauline, la tendance est à la hausse aujourd'hui sur la place parisienne. Oui, après une matinée calme et des marchés dispersés à la Bourse de Paris, la tendance est à la hausse cet après-midi, appuyée par le rebond de Wall Street. Outre-Manche, à Londres, Liz Truss a annoncé avoir démissionné de son poste de première ministre. Elle n'aura dirigé le gouvernement britannique que 45 jours. Pour rappel, Liz Truss avait présenté un mini-budget fin septembre dernier qui avait provoqué la panique sur les marchés financiers, notamment par des baisses d'impôts massives qu'il contenait. La Banque d'Angleterre avait été forcée d'intervenir pour calmer les marchés. Et alors l'actualité de la séance du jour, Pauline, c'est bien sûr aussi de nouvelles publications de résultats. Oui, mais l'entrain provoqué par un bon début de saison des résultats est toutefois calmé par des performances d'entreprises parfois moins bonnes que prévues, comme ceux de Tesla qui étaient attendus hier à la clôture de Wall Street et qui ont déçu les marchés avec un résultat inférieur aux attentes, affaibli notamment à cause des perturbations dans les livraisons et la production et par la hausse du dollar. Actualité toujours, Pauline, les investisseurs se concentrent encore aujourd'hui sur les décisions des banques centrales. Oui, à l'approche des décisions monétaires de plusieurs grandes banques centrales, la pression inflationniste très vive domine et semble donc prendre le dessus. À une semaine de la réunion de la BCE qui se tiendra donc le 27 octobre prochain et à 2 semaines de celle de la Fed puis de celle de la Banque d'Angleterre, les chiffres continuent de soutenir les craintes de voir la remontée des taux favoriser une récession. Nous en parlerons évidemment dans Smart Bourse dans un instant. On continue avec des statistiques. Pauline, en France, on a pris connaissance ce matin de l'enquête mensuelle de conjoncture publiée par l'INSEE. Oui, le climat des affaires dans l'industrie en France s'est un petit peu redressé en octobre. Après 3 mois consécutifs de baisse, l'indicateur est sorti à 103 en octobre contre 102 en septembre, mais au-dessus des estimations, les analystes tablaient sur 101. On a aussi suivi la publication de l'indicateur avancé du Conference Board aux États-Unis, qui a reculé en septembre de 0,4% pour s'établir à 115,9 le mois dernier, après être resté stable au mois d'août. Et alors nous avons évoqué, Pauline, les résultats des entreprises, en tout cas la saison des résultats des entreprises aux États-Unis. Qu'en est-il sur le marché parisien? On constate que le secteur du luxe se porte plutôt bien.
Exactement, après LVMH, Hermès fait état d'une croissance de 24,3% de son chiffre d'affaires. Tiré par le rebond des ventes en Chine, Hermès est l'une des plus fortes hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris. Edenred est aussi à la hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles. Et après l'annonce d'un chiffre d'affaires plus élevé qu'attendu, le groupe présentera la semaine prochaine son plan stratégique et ses perspectives à 3 ans. Pernod Ricard est sanctionné par la place parisienne malgré de bons résultats au premier trimestre de l'exercice 2022-2023. Les analystes estiment la croissance organique aux États-Unis de seulement 2% inquiétante. Et Nokia, pour finir, a publié son bénéfice net en hausse de 3,9%. Il s'élève à 658 millions d'euros, mais inférieur aux attentes qui avaient estimé à 702 millions. Le géant de l'équipement télécom est à la baisse aujourd'hui. Tendance, mon ami, c'était le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti à présent pour Smart Bourse, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter la riche actualité financière. Nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir en plateau par Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Bonjour Virginie Robert. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux crédit chez CPRM. Bonjour Zakaria Darwish. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, tout un programme, hein, l'obligataire ou le marché de crédit. On va y revenir ce soir dans Smart Bourse, mais avant cela, nous avons également le plaisir d'accueillir Florian Yelpo, responsable de la macro pour Lombard Odier Investment Manager. Bonsoir, Bonsoir Florian Yelpo. Bon, on a entendu effectivement deux actualités qui ont été rappelées dans Tendance, mon ami. D'abord, évidemment, la démission de Liz Truss et ensuite ces publications de résultats dont on a du mal à comprendre si c'est pourquoi certaines bonnes publications de résultats sont mal interprétées par le marché. On va y revenir. Tout d'abord, on va commencer avec vous, Florian Yelpo. Liz Truss a démissionné 45 jours après le début de son mandat, après que les yeux de la planète finance aient été braqués sur le Royaume-Uni du fait, c'est ce qu'on lit aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas passé loin d'une crise systémique si jamais la Bank of England n'était pas intervenue. Est-ce que cette démission de Liz Truss est un événement pour la place financière ou un non-événement au vu du fait que la Bank of England ait déjà réagi et que globalement la situation était maîtrisée? C'est plus ou moins un non-événement. L'élément important, c'était le retrait du mini-budget. Il faut garder en tête que lorsqu'on est dans une période de la Banque centrale n'est pas dans une disposition qui devrait l'amener à protéger de la remontée des taux, lorsqu'on présente un budget et qu'il n'est pas financé, mécaniquement, il y a une prime de crédit qui va s'ajuster, c'est-à-dire que les marchés financiers vont demander simplement un peu plus de taux pour compenser l'augmentation du risque associé au non Grande-Bretagne. Le retrait du mini-budget, évidemment, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là. C'est aussi une bonne nouvelle pour la Bank of England, pour la Banque d'Angleterre, qui va pouvoir reprendre sa lutte progressivement contre l'inflation. Est-ce qu'on est sorti d'affaire pour autant? Pas spécialement. Il faut se souvenir que les LDI, donc ces fameux systèmes qui sous-tendent les caisses de retraite en Grande-Bretagne vont faire face à une nouvelle échéance de refinancement qui aura lieu à la fin de cette année, aux alentours des derniers jours du mois de décembre. La question va se poser à nouveau. Est-ce qu'ils peuvent supporter en termes de liquidité des taux aussi élevés qu'aujourd'hui? Sachant que donc, le risque est toujours présent pour les fonds de pension britanniques aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte en fait au moment du mini-budget et c'est un risque qui dure dans le temps alors même que le mini-budget a été retiré. Il y a des périodes de refinancement qui sont régulières. Donc aussi longtemps que les taux vont continuer à monter, on va avoir un moment où, pour le dire simplement, on est tous habitués à un monde de taux très bas. Okay. Donc on a mis en place plein d'éléments en termes de gouvernance qui fonctionnent quand les taux sont très bas. Maintenant on a beaucoup d'inflation, il faut qu'on lutte collectivement contre cette inflation. Le seul élément que l'on connaisse, la seule façon que l'on connaisse de lutter contre l'inflation, c'est de monter les taux, ralentir l'activité économique, nous plonger dans une récession, éliminer l'inflation. Maintenant remonter les taux, ce qu'on a oublié, c'est qu'on vit aux dépens de ce système de taux très bas. On vit aux dépens de ça, on se rend compte du côté obligataire directement, on se rend compte du côté du marché action également, parce que le style croissance a bien profité de ça. Sûr, oui, on se rend compte aussi que collectivement, nos caisses de pension, nos caisses de retraite, surtout les caisses de retraite qui sont d'ordre privé, ont aussi commencé à muter pour profiter de cet environnement de taux bas. Maintenant, les taux remontent et ça va mettre en question l'ensemble de ce système. C'est une évidence. Zakaria Darwish, sur la situation britannique. Donc effectivement, il y a la démission de Liz Truss. On a d'ailleurs vu les marchés financiers actions pour le coup
bouger un petit peu, puis revenir là où ils étaient avant l'annonce de la démission. Donc on sent effectivement que, comme nous le dit Florian Yelpo, c'était un non-événement. Je voudrais revenir sur une autre actualité, c'est que la Bank of England a dû intervenir pour rectifier une information du Financial Times qui expliquait qu'elle allait devoir encore une fois reporter son programme de vente d'obligations. La Bank of England a précisé qu'elle ne le ferait pas, que ça commencerait bien effectivement au 31 octobre pour les obligations d'État. Ça veut dire que là, quelle que soit la situation, même si on a mis en lumière un risque, notamment sur les fonds de pension, la Bank of England est décidée à agir sur son resserrement monétaire. Oui, tout à fait. Rappelons qu'en Angleterre, le taux d'inflation est caracole au-dessus de 12%. Donc la Banque d'Angleterre, elle est complètement dans son mandat. Sa priorité principale, c'est de remonter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Elle a dû agir dans l'urgence pour sauver une situation critique parce qu'on était en face d'un risque systémique. Et d'ailleurs, ce n'est pas le comité de politique monétaire qui a dit d'agir, mais plutôt le comité de stabilité financière. Bien sûr. Mais dans l'exercice, commencer à une sorte de quantitative easing, alors que le quantitative tightening était attendu pour la semaine d'après, la Banque d'Angleterre a joué un peu de sa crédibilité. Il faut bien retrouver cette crédibilité-là, et c'est pour ça que voilà, il y a le quantitative tightening qui revient. Le quantitative easing a été limité dans le temps, ça a donné une petite fenêtre au fameux fonds de pension pour réarranger la chose dans un contexte délicat. Puis maintenant, en fait, repriorité à l'inflation du côté de la Banque d'Angleterre. Et c'est aussi un signal, le marché a donné un signal au gouvernement, comme quoi une politique fiscale non financée, ce n'est pas possible, c'est un problème, surtout dans un pays où on a un twin déficit, un déficit budgétaire, un déficit de la balance commerciale, un pays qui a besoin justement de ces financements étrangers pour pouvoir fonctionner. Et alors, pardon, une question peut-être un peu ingénue avant de parler de la saison des résultats, mais des décideurs politiques qui proposent des mesures ou des budgets dont on se demande comment ils vont être financés, c'est pas propre au gouvernement britannique en cette période actuelle. Comment est-ce qu'on en arrive à un risque systémique en à peine une semaine ? Alors, comme soulignait Florian, c'est tout le système tel qu'il est bâti. Ces fonds LDI, leur positionnement, ils marchaient avec un environnement de volatilité normalisée des taux d'intérêt. Ce qui a surpris, ce n'est pas tellement le fait que les taux d'intérêt montent, c'est la vitesse avec laquelle ils sont montés. Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait une anticipation que les taux d'intérêt montent, mais pas forcément aussi rapidement. Exactement. C'est cette accélération-là qui fait que ça crée un risque systémique et qu'il fallait agir de toute urgence. Et là, c'est pareil, au fait, effectivement, il y a plein de gouvernements qui sont plutôt dans la politique fiscale expansionniste, qui va à l'encontre de ce que font les banques centrales en ce moment, mais c'est aussi une question d'amplitude, c'est une question de préparation à l'avance. Et en fait, on voit qu'il y a quand même une certaine discipline fiscale dans la plupart des pays qui fait que le système tient plutôt bien. La Bank of England a donné 3 jours au fonds de pension, ça suffira pour déboucler un certain nombre de positions, ça suffira pour revenir sur un fonctionnement un peu plus normal. Je pense qu'il y a les mesures d'urgence, et 3 jours... il faut faire avec. On peut déboucler toutes les positions en 3 jours, on perd forcément de l'argent. Certainement pas. Oui, mais il faut dégager assez de liquidités pour pouvoir le faire. Et 2, en fait, l'effet vertueux de la Banque d'Angleterre, ce n'était pas tellement le fait d'avoir des taux d'intérêt qui rebaissent, c'est vraiment calmer la volatilité, c'est-à-dire de ne plus avoir ces mouvements de 100 points de base sur une journée d'un taux d'intérêt. Ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas d'habitude dans une économie développée, encore moins en Angleterre. Virginie Robert, on va commenter avec vous dans un instant la saison des résultats aux États-Unis. Avant, un commentaire peut-être sur cette démission de Liz Truss. Vous partagez l'idée que c'est un non-événement aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que ça soit... On l'attendait, évidemment, sûr, depuis oui. quelques jours, on attendait sa démission. C'est très clair que... Non, je crois que c'est surtout la leçon qu'on peut en tirer. C'est quand même assez dramatique d'avoir un gouvernement qui s'installe pour 45 jours et qui, pour des velléités de vote, enclenche un programme budgétaire qui est complètement déplacé. Mais bon, on peut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on parle tous d'inflation, de récession possible. On en est là aussi parce que, et c'est pas pour jeter la pierre, puisqu'on a vécu un événement très exceptionnel avec la crise du Covid, mais le jeu des politiques budgétaires et monétaires
Et le fait qu'elle soit, je dirais, en parallèle, et parfois c'est vrai qu'en ce moment on a encore des brides de politique budgétaire accommodante avec des politiques monétaires très restrictives, c'est très compliqué pour l'économie. Et on peut se poser la question de ce décalage de compétences quand même de la part des politiques. Parce que il y a un moment donné, et là on se dit, et pour le cas de l'Angleterre, vous avez probablement vu que Boris Johnson va se présenter. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même un super sketch. Et donc on n'y verra comprend plus rien. Ouais, c'est ça. mais bon, comment c'est quand même assez étonnant. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette pandémie, on aura tout vu finalement, et les conséquences de cette pandémie. Voilà. Mais alors, est-ce que ça peut... Alors effectivement, la croissance n'est pas dans le mandat d'une banque centrale, mais est-ce qu'on peut se poser la question si peut-être que demain, en Europe, face à la BCE ou aux États-Unis, le politique et la banque centrale, ou en tout cas le politique écouterait plus une banque centrale avant de prendre des mesures budgétaires, ou ça c'est pas envisageable du fait de l'expérience britannique qu'on a connue en ce moment? Je pense que tout est lié. Je ne crois pas au principe. Évidemment, il y a ces principes d'indépendance, mais on peut quand même se poser les questions, y compris aux États-Unis. C'est très compliqué. Bon, je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie indépendance. Et d'ailleurs, c'est peut-être logique, quelque part. Voilà. Tout le monde est acteur et tout le monde doit participer. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait effectivement une vision longue qui soit efficace. Et c'est un exercice très, très difficile. Florian Yelpo, ça va poser les bases d'une nouvelle manière de réfléchir à un budget aujourd'hui, dans une période aussi tendue financièrement et en réajustement finalement d'une économie pré-Covid à une économie post-Covid, l'exemple anglais? Il faut surtout pas voir l'exemple anglais comme un cas isolé, en fait. D'accord. Parce qu'on a toujours cette crise énergétique en Europe. La tentation des gouvernements européens de protéger leurs citoyens, c'est un peu leur mandat, va être très importante. Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle source de financement lorsqu'on est aux portes d'une récession? Je trouve ça difficile à dire. Et en plus, si on regarde un petit peu l'histoire, le dernier moment où on a eu un peu une remontée des taux équivalente à ce qu'on a aujourd'hui, pas évidemment dans la même amplitude, je vais sortir la carte de la fin des années 70, mais même lorsque Volcker, même lorsque la Banque de France, la Bouba, se sont mis à conjointement remonter les taux très fortement, on a observé des déficits fiscaux, des déficits budgétaires de la part des États-Unis, de la part de l'Allemagne d'Helmut Kohl, et en France, la transition politique s'est opérée du centre droit vers la gauche. Donc c'est dire à quel point cette politique monétaire, en fait, elle peut avoir des impacts sur nos sociétés qui sont plus importants que ce qu'on peut imaginer. Cette période de taux qui est en train de remonter va pousser à une tentation pour tous les États de protéger leurs citoyens. Je pense que ça, c'est un sentiment qu'il faut qu'on ait tous, et ça va créer cette incertitude que vous évoquiez. Donc il n'y a pas forcément d'indépendance, effectivement, comme vous le disiez. C'est connecté, c'est un écosystème. C'est un écosystème avec des missions différentes et donc avec des enjeux différents qui peuvent aller en contradiction. Des conflits ouverts. Des conflits. Oui, bien évidemment, oui. Je sens que vous vouliez intervenir, Zakaria Darwich. Non, mais en fait, je rebondis sur le point, c'est que effectivement, l'exemple anglais est justement un exemple pour plusieurs autres économies. Après, quand on regarde les mandats spécifiques des différentes banques centrales, oui, elles n'ont pas toutes les mêmes, c'est vrai. Oui, bien sûr. Voilà, les États-Unis, ils ont aussi le mandat de la croissance, donc ils vont regarder de ce côté-là. Et puis, le gouvernement peut se permettre des aisances, on va dire, fiscales, parce que c'est quand même c'est une devise de réserve, le dollar. Donc ça donne cette capacité-là que l'Angleterre avait à l'époque. Ça représentait 25% des réserves de change dans le monde. Maintenant, c'est 5%. Donc la donne a changé. La BCE, elle pourrait soutenir une politique fiscale, mais son rôle, c'est plutôt dans la non-fragmentation des pays de la zone. Bien sûr. Du coup, ça nous arrange aujourd'hui parce que les pays les plus faibles sont ceux qui vont être aidés par potentiellement un mécanisme de TPI, ou en tout cas par la communication, qui est un des outils de la Banque centrale, pour soutenir quelques exceptions en termes de déficit fiscal. Donc, en reprenant tous les éléments, on se trouve que en fait, la situation en zone euro et aux États-Unis peut aller vers plus de déficit, et certainement on va aller sur plus de déficit compte tenu de la conjoncture actuelle, mais le risque systémique n'est pas forcément une fatalité. Voilà.
On peut l'éviter. Voilà, tout à fait. Bon, on va revenir effectivement sur les sujets Banque centrale et inflation. Avant ça, place à l'actualité, à la saison des résultats. Avec vous, Virginie Robert, on a eu pas mal de publications de résultats aux États-Unis. Netflix, Tesla, Procter & Gamble, des compagnies aériennes, IBM. On va les commenter ensemble. J'aimerais bien commencer avec Tesla parce que quand on lit les résultats de Tesla, on voit que Tesla a augmenté son chiffre d'affaires de 56%, que son résultat net a plus que doublé, 3,3 milliards de dollars. Les chiffres du trimestre n'ont jamais été aussi forts. C'est un trimestre, en valeur absolue, c'est un trimestre exceptionnel. Mais ça ne suffit pas pour le marché. Non, je pense que il faut voir plus loin. En fait, c'est le discours d'Elon Musk qui est prudent et qui est, je pense, avec une grande honnêteté, de dire que c'est choppy, hein, c'est compliqué parce qu'il y a un ralentissement de croissance. Bon, il y a encore quelques problèmes de livraison, etc. Mais enfin, ça, je pense que ça va s'estomper. Mais oui, clairement, on est dans un environnement qui est compliqué. Et toutes les sociétés, quelle que soit la qualité des résultats, de toute façon, vont communiquer. Certains sur des sujets, alors il y en a, ça va être plus le taux de change, d'autres, ça va être plus le margin crunch, enfin la difficulté sur les marges, c'est probablement ce qui va toucher les sociétés de consommation générale, ce qu'on appelle les staples. Hein. Bon, pour le moment, Pepsi a plutôt bien publié, mais bon, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, chacun a ses sujets. Et on a tous des sujets parce que c'est un environnement très compliqué. Donc Tesla, moi je pense que le sujet dans le marché, je dirais que le titre est fébrile parce qu'on s'interroge davantage sur la capacité de Tesla de rester. On sait que la compétition... on entend qu'au Mondial de l'automobile à Paris, il semblerait que les stands soient à 50% occupés par des constructeurs chinois. Je n'ai pas été vérifié, donc je ne peux pas l'affirmer, mais il semblerait que, voilà. On sait que ça va être beaucoup plus challenging d'un point de vue compétition, qu'il y a l'environnement. Donc effectivement, Elon Musk a donné un discours un peu plus prudent pour le prochain trimestre, et ça ne suffit pas pour, effectivement, le marché. Et il y aura des questionnements. Et ça me rappelle, finalement, dans le passé, quand on a eu des questionnements aussi sur, au début d'Apple, enfin au début, pas au tout début, parce que Apple, c'est plusieurs histoires, mais de se dire, est-ce que, finalement, la concurrence, ça va être ça, la vraie question de Tesla. C'est est-ce que la marque Tesla, va rester... la première marque, la référence, et la marque un peu luxe aussi, un positionnement particulier qui fait que ça restera Tesla. En fait, elle est là la question sur le long terme. Voilà. Donc il y a de la fébrilité, il y a un discours un peu prudent d'Elon Musk. Donc c'est normal que ça soit un petit peu pénalisé aujourd'hui. À l'inverse, on a d'autres résultats. Globalement, le début de la saison des résultats est assez positif actuellement. Oui, alors sur le marché américain, on a 18% du S&P 500 qui a publié, hein, donc un peu plus de 80 sociétés. Donc c'est pas suffisant pour avoir, je dirais, une vision globale. Et de toute façon, je pense que même avec 50%, on n'aura pas avoir une vision globale, parce qu'on est concrètement dans un trimestre là où justement on affronte tous les vents contraires et c'est très compliqué. Donc vous aurez les bons, vous aurez les mauvais élèves, et c'est à chaque histoire va être différente. On l'a vu même dans les banques, et pourtant je ne suis pas les banques, mais les banques, on voit bien qu'en fonction de leur métier, si elles sont plus dans le trading ou dans le corporate investment ou ça, voilà, ça peut être très différenciant. Ce qu'on sait, c'est que le soutien du consommateur américain, il est là, mais il est peut-être aussi un peu différent. Donc, chacun va avoir sa propre histoire et ses obstacles à dépasser. Et évidemment, il y en a certains qui... pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal, effectivement. On est dans un ratio de 75% de surprises positives sur les bénéfices par action. C'est un ratio tout à fait classique, hein. C'est pas... mais les analystes ont fait leur travail aussi de revoir à la baisse, et les consensus se sont ajustés déjà depuis 18 mois. Hein, donc, heureusement qu'il y a quand même on est sur des surprises positives parce qu'on avait revu à la baisse les attentes. Les attentes, c'est une décroissance, c'est une petite croissance sur les earnings pour le S&P 500, un petit peu au-dessus de 2% pour ce trimestre. Mais si vous prenez que le S&P Growth comparé à la value, c'est une décroissance qui est attendue, hein, de près de 8%, ou même au-delà de 8%. Donc oui, il y a eu ce chemin qui a été effectué, heureusement. Voilà. La vraie question, c'est de savoir si ce chemin il a été effectué complètement et si le marché a pricé
effectivement cette décroissance ou ce ralentissement? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre, ou en tout cas, est-ce qu'il faut s'attendre à des nouvelles moins positives pour des publications d'entreprises un peu plus industrielles, pour des cycliques? Là aussi, c'est... Ça va dépendre de l'histoire de chaque... oui, absolument. Oui. Évidemment, vous avez vu un des champions de la défense, Lockheed Martin, a très très bien publié le titre, et ça a d'ailleurs fait monter tout le secteur là, il y a quelques jours. C'est clair qu'il y aura des industries qui seront peut-être moins favorisées. Là, on peut penser que la construction, alors qu'on avait eu un boom spectaculaire, que tout ça va reculer, qu'il y a un problème aussi de marge. Évidemment avec les coûts entrants qui ont augmenté fortement et qui se répercutent petit à petit, parce que ça lag tout ça, il faut du délai, donc c'est aujourd'hui et sur le prochain trimestre qu'on va, effectivement, il y aura de la disparité. On peut, donc j'ai bien compris le message qu'il ne faut pas généraliser. J'essaye pourtant, c'est trop tôt pour dire qu'il y a quand même une résilience de l'économie américaine dans un contexte de hausse des taux de la Fed, du fait qu'on ait des résultats qui sont plutôt bons. Ouais, moi, je vais plutôt saluer la résilience des industriels et des management et des sociétés, des corporates et de l'économie privée, effectivement, qui manœuvrent dans des eaux troubles. Dans des eaux troubles. Voilà, oui, absolument, tout à fait. On peut y voir quand même de belles choses, comme vous le soulignez avec Hermès ou LVMH ou d'autres sociétés. Ouais. Et alors justement, sur le secteur du luxe français, la crainte, c'était de pouvoir continuer à vendre en Chine alors qu'on était face à une politique zéro Covid. Finalement, on se rend compte que c'est pas tellement une crainte. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un effet change qui est hyper favorable pour le luxe. Parce que quand vous avez un euro qui s'est déprécié face au dollar depuis le début de l'année, déjà, ces sociétés ont du pricing power par définition. Donc ça, c'est très bien. Donc, elles sont quand même un peu plus protégées, elles ont plus de marge de manœuvre pour maintenir leur niveau de marge. Mais avec, en plus, un euro qui s'est affaibli largement, et y compris surtout contre le dollar, mais aussi d'autres monnaies, ça leur donne, je dirais là, un renfort supplémentaire, un atout supplémentaire pour préserver leur marge. Florian Yelpo, même question sur cette saison des résultats, peut-être un petit peu plus générale. Comment est-ce que vous l'analysez, ce début de saison des résultats où j'avais presque envie de le mettre en regard aussi avec les chiffres de la production industrielle aux États-Unis qui progressent légèrement. On voit que la production industrielle progresse, que les résultats sont bons. On a envie de généraliser, même s'il ne le faut pas, j'ai bien compris, mais de se dire que l'économie américaine est quand même résiliente dans un contexte où la Fed a commencé à augmenter ses taux depuis plusieurs semaines. Oui, bien sûr. L'économie américaine et l'économie européenne sont assez fortes aujourd'hui. Et ce n'est pas une très, très grande surprise. Je vous rappelle la taille des packages fiscaux qui ont été déployés au cours de 2020 et 2021. C'est de l'ordre de 10 fois le critère de Maastricht sur chacune des zones, sur 2 ans. Donc on a importé 12 ans de croissance du futur qu'on a injecté entre 2020 et 2021. Ne soyons pas surpris que les États-Unis supportent bien une montée de l'inflation, une montée des coûts, une montée des taux et ne commencent qu'à peine à nous montrer quelques signes d'essoufflement. Les indicateurs les plus avancés de l'économie, eux, commencent à montrer une direction, ça commence à aller vers le sud. La question, c'est... Est-ce qu'on y va vraiment? De combien on y va? Et qu'est-ce qui est déjà reflété dans le prix des actions? C'est ce que disait Virginie. Cette saison... Mais ça veut dire, ça veut dire qu'on consomme la croissance future actuellement, c'est ça ou... Ah oui. Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui. Le patrimoine des ménages américains, on le voit assez bien. On traque ça moins bien dans le cas de l'Europe, mais il est très, très au-dessus aujourd'hui de ce qu'il était en 2019. Il est 7% au-dessus de là où il était en 2019, alors que l'inflation est en train de le grignoter, alors que les hausses d'auto sont en train de le grignoter, et alors qu'une part de cet argent est allée en cryptocurrency et également dans les actions. Donc oui, on consomme aujourd'hui de la croissance future financée par la banque, par la Réserve fédérale américaine, par la Banque centrale américaine. Ça, c'est assez clair. C'est la même chose en Europe. Donc effectivement, il y a de la croissance. Le troisième trimestre reste plutôt bon, mais c'est cohérent avec les indicateurs économiques qu'on a vus. La production industrielle est aussi plutôt un chiffre qui regarde vers le passé plutôt qu'un chiffre qui regarde vers le futur. C'est aussi cohérent avec ça. La question, c'est quid du quatrième trimestre? Est-ce qu'on pourrait voir une contraction des résultats? Pour l'instant, ce qu'on n'a pas encore dit, à moins que je l'ai raté, mais la croissance du chiffre d'affaires
les entreprises américaines restent fortes. Elle est portée par l'inflation et elle est portée par la résilience de l'économie américaine. Le moment où l'impact de la Banque centrale américaine, des hausses de taux de la Banque centrale va commencer à se faire sur l'économie, on va à la fois ralentir l'inflation et les quantités vendues, donc la croissance réelle. Là, est-ce que ça va tenir? Comment ça va tenir? Et est-ce qu'on le reflète bien aujourd'hui? Les analystes ont commencé à réviser, les spreads de crédit ont commencé un petit peu à se tendre également. Voilà, on se prépare tous à ce moment-là. Et c'est là que nos avis divergent en général. Donc ça veut dire que, quelle que soit la bonne nouvelle, en fait, on attend la mauvaise nouvelle pour considérer qu'on est en face de la vraie réalité, c'est ça? Le sentiment est partagé. C'est qu'effectivement, quelle que soit la bonne nouvelle, on attend la mauvaise nouvelle. Et en même temps, on est tous sous-exposés au marché globalement. Enfin, ceux qui ont la liberté d'être exposés ou non au marché, en tout cas, le sont moins aujourd'hui. Donc le sentiment est très pessimiste. Et en même temps, on peine à convaincre ce sentiment, on peine à lui redonner de l'optimisme. Aujourd'hui, c'est un cas assez clair. Maintenant, cet extrême pessimisme mis en face de plutôt bonnes nouvelles, de cette résilience, pourrait ouvrir la porte d'un rallye jusqu'à la fin de l'année. D'accord, il y aurait de quoi nourrir un rallye de fin d'année assez clairement. Le sentiment est extrêmement pessimiste. Il est aussi pessimiste qu'en 2008, qu'au cœur de 2008. Là, on est potentiellement aux portes d'une récession. On n'est pas au cœur de 2008 encore. On n'a jamais eu autant peu de journées positives sur le S&P 500 depuis 1974. C'est-à-dire qu'on est en journée positive depuis le début de l'année sur le SPI, c'est 42%. Voilà, et c'est assez inédit. Et on en a une aujourd'hui alors que les taux longs américains progressent également. On en a une aujourd'hui et c'est vrai qu'on pouvait noter que là, il n'y avait pas l'espèce de corrélation. Il n'y a pas eu d'effet balancier pour le coup. Oui, alors bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est bon. Voilà, est-ce que Zakaria Darwish, vous savez ce que ça veut dire? Non, voilà. Je dirais que la saison de résultats, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour la Fed, qui elle travaille pour ralentir. Bien sûr. Moi, je suis très surpris en fait de la faiblesse de l'élasticité de la demande. Aujourd'hui, parmi les entreprises qui ont soit publié, soit guidé, on voit par exemple les compagnies aériennes. On entendait tous les gens se plaigner des prix des billets d'avion, mais en fait, ils ont eu une superbe année. Finalement, donc les gens se plaignent, mais ils les achètent quand même. Voilà, exactement. Et du coup, ça, c'est un mauvais signe pour la Fed parce que concrètement, quand on regarde l'inflation aux États-Unis, aujourd'hui, elle est portée par 2 ou 3 grandes choses, donc l'immobilier notamment, mais aussi beaucoup les services. Et donc ça veut dire que, en fait, justement, comme le patrimoine des ménages est de plus en plus élevé, les consommateurs acceptent de payer un prix plus élevé. Et donc ça va être encore plus dur. Ça complique encore plus la mission de la Fed et ça le poussera à continuer en fait sur ce chemin de remontée des taux d'intérêt. Mais le patrimoine des consommateurs, il est plus élevé pour tout le monde. Je voyais quand même que le marché immobilier était de plus en plus tendu, que les loyers étaient de plus en plus élevés, donc ça vient grignoter le patrimoine quand même. Les loyers, pas la valeur. Les loyers, effectivement. Oui. Voilà, en fait, il y a un très fort décalage sur le marché de l'immobilier aux États-Unis en fonction de quel indicateur on regarde. Là, en l'occurrence, par exemple, pour l'inflation, ça contribue toujours positivement, alors qu'on sait que les prix ont commencé avec des signes de faiblesse. Mais ça, c'est lié à la méthodologie du calcul. Quand on regarde certains indicateurs, on est encore en stabilité, et d'autres s'effondrent complètement. Donc, effectivement, le marché de l'immobilier, c'est le grand point d'interrogation. On sait que, justement, sur l'inflation que la Fed essaie de combattre, c'était un des gros chevaux de bataille. Je pense que clairement, on est quasiment en mission accomplie dans un horizon, on va dire, de temps intermédiaire. D'accord. Mais quel va être l'impact au général sur toute l'économie? Effectivement, est-ce qu'il va y avoir un effet richesse qui va jouer, enfin plutôt effet pauvreté, baisse de la valorisation qui va pousser les ménages à épargner plus? On n'y est pas aujourd'hui. On n'y est pas aujourd'hui parce qu'il y a de l'excès d'épargne, justement, et du coup, en fait, on n'a pas encore ce ralentissement auquel on s'attendrait pour l'économie américaine. Un mot peut-être du marché obligataire. Donc effectivement, on a fait la transition avec le S&P 500. Zakaria Darwish, les taux longs aux États-Unis ont fortement progressé aujourd'hui. Alors quand on regarde avec ce qui s'est passé dans l'actualité, on peut faire le lien potentiellement avec une déclaration du président de la Fed de Minneapolis, mais c'est sûrement plus large que ça, avec cette idée en tout cas que la Fed va augmenter ses taux en novembre, potentiellement en décembre aussi, 2 fois 75 points de base. En tout cas, c'est ce que semble pricer le marché.
Première question, comment est-ce qu'on décrypte cette journée sur le marché obligataire? Et deuxième question, est-ce qu'un taux terminal de la Fed à 5%, c'est un taux qu'on peut considérer comme définitif ou ça peut encore continuer à évoluer? Alors, deux questions. Oui. On commence par la première. Alors, pour la première, je pense qu'il faut, surtout cette année, il ne faut pas beaucoup lire dans les mouvements journaliers de taux d'intérêt. Très bien. Parce qu'il y a une énorme volatilité sur laquelle on ne trouve pas forcément des fondamentaux. Donc, ça peut être des technicals, ça peut être un acheteur particulier, une couverture de position qui fait décaler un marché. Ou par exemple, quand il y a des émissions du Trésor, il y a des effets techniques là-dessus également. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les taux longs montent. La tendance, par contre, la tendance à la montée des taux d'intérêt, on la comprend, parce qu'on a ce repricing en fait, de taux d'intérêt, justement du taux terminal où irait la Fed, où il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'année, on le voyait plutôt bien plus bas, un minimum de points plus bas que cela. Bien sûr. Et on pensait aller à un taux neutre de l'économie, alors que là, en fait, on est plutôt sur un territoire fortement restrictif. Donc 5%, c'est important. Il faut y rajouter au moins deux hausses de taux, donc 50 points de base, équivalent tel que la Fed qualifie au fait son programme de vente d'actifs, donc son quantitative tightening. Donc on est à 5,5 grosso modo. D'accord. Donc 5,5, on est en territoire vraiment restrictif. Donc on peut penser que on n'ira pas beaucoup plus loin que ce niveau-là au niveau de la Fed, surtout si on commence à avoir cet effet de l'immobilier qui commence à se traduire sur l'inflation. Rappelons qu'il y a une chose qui se passe aux États-Unis qui ne se passe pas encore en Europe, c'est que l'inflation headline, l'inflation totale, a déjà atteint son pic. Elle est en train de rebaisser. Ce n'est pas le cas pour le corps, mais pour l'inflation totale, c'est le cas. Donc, en fait, ce sont des signaux qui poussent, en fait, qui peuvent pousser qu'on est plus vers la fin qu'au début du cycle de resserrement monétaire. Et on entend, donc on a eu Boulard, justement, qui déclare que, justement, il faut continuer à monter les taux, mais qu'à un moment, à un autre, on va s'arrêter. Il va falloir s'arrêter. Voilà, exactement. Il va falloir se poser des questions. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça ne va pas falloir les rebaisser, il va falloir se poser des questions. Et notamment sur la durée, peut-être. Ouais. Florian Yelpo, sur cette situation, effectivement, sur le taux terminal de la Fed, quelle est votre vision un petit peu? Vous partagez ce que nous dit Zakaria Darwish? Absolument. Au-delà de 4, c'est déjà énorme. Ça, c'est vraiment le premier point. Arriver à 5, c'est prendre un risque, en tout cas, avec la conjoncture. On n'arrête pas une récession en baissant les taux. Quand la récession se met en place, il y a des effets boule de neige qui vont se mettre en place dans l'économie et ça peut secouer les marchés et l'économie durablement. Maintenant, il va y avoir un moment où je pense qu'il y aura un arbitrage entre continuer à monter et garder les taux longs pour longtemps. Et garder les taux longs pour longtemps, ça peut avoir un effet assez fort sur la conjoncture économique sans pour autant, avoir un effet délétère sur la conjoncture économique elle-même. Et ça, c'est un élément qui peut nous amener aussi à repenser notre stratégie obligataire. Et ça peut justement nous permettre aussi de commencer à rajouter en fait des expositions sur les marchés obligataires, sur les marchés de la duration, de la sensibilité au taux, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. C'est encore très difficile aujourd'hui de dire j'ai envie d'augmenter mes expositions aux obligations d'État aux États-Unis. L'un des points que j'aimerais juste rajouter, c'est la hausse des taux en ce moment, elle s'explique à la fois par une hausse des taux réels, donc c'est-à-dire les taux nominaux en excès de l'inflation, de l'anticipation de l'inflation, qui a été une variable particulièrement importante pour les marchés actions américains, les marchés de la croissance notamment cette année. Et en même temps, depuis le début du mois, on voit les anticipations d'inflation à 10 ans aux États-Unis qui sont en train de monter. D'accord. Donc, il y a un message que le marché envoie gentiment à la Fed, qui est continuez de nous convaincre. On a besoin de voir que votre politique, elle est efficace. Le problème, c'est que quand on va voir qu'elle est effectivement efficace, c'est là où les résultats vont commencer à être un petit peu challengés, les spreads de crédit, le risque de défaut va se mettre à monter aussi un petit peu. Donc, il y a, un équilibre entre demander à voir et être servi. Virginie Robert, des taux à 5, voire 5,5, comme nous le disait Zakaria Darwish, ce serait un environnement complexe pour les entreprises américaines si on reboucle sur la saison des résultats qu'on a commenté tout à l'heure. Il faut regarder les bilans. Voilà. Non, mais il faut regarder les bilans. Moi, d'avoir des taux... on a oublié, moi, je suis sur des marchés depuis plus de 30 ans, donc j'ai vécu des périodes avec de l'inflation. J'ai vécu cette période aussi de taux très bas que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Donc, quelque part, il y a cette opportunité, c'est presque un gros mot, là, de revenir à une situation plus lisible. Lisible, oui. Bon, et puisqu'on a vécu 2 ans complètement de
d'anomalie, hein, quelque part, quand même. C'est du jamais vu, ce qu'on a vécu. Donc, oui, alors ça pousse le trait un peu loin. L'inflation, bon, il va falloir surveiller, évidemment, l'inflation par les salaires, parce que il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le point. Il y a l'immobilier, bien sûr, qui réagit tout de suite, mais le point crucial, et surtout aux États-Unis, l'inflation par les salaires. Sachant que l'emploi aux États-Unis, la gestion de l'emploi est complètement différente de chez nous. Et il y a une grande flexibilité. Bien sûr. Et donc ça peut arriver assez vite. Et on voit certaines sociétés qui sont dans leur politique de cost-cutting ou de moins embaucher, voire de débaucher, enfin de licencier, enfin de réduire la masse salariale. Donc ça, il va falloir voir si on a cet ajustement et sur les salaires. Donc pour les entreprises, après, il faut regarder effectivement les cash flows et les capex, et puis la structure et le bilan. Et est-ce qu'une entreprise, dans sa volonté, dans sa stratégie d'investissement, a ce qu'il faut pour le faire? C'est un point effectivement très important. Et nous, c'est ce que nous regardons. Et tout le monde n'aura pas effectivement ce pricing power, cette capacité à augmenter cette capacité d'avoir cette bonne exécution. Et ça, après, c'est notre travail, justement. Voilà. de choisir les sociétés, de faire du stock picking, exactement. Bon, il nous reste quelques minutes. C'est le moment où je vous demande, je continue avec vous, Virginie Robert. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Effectivement, on a l'impression que toutes les situations sont complexes. Quels que soient les marchés qu'on regarde, on est dans des situations complexes. Comment est-ce qu'on navigue dans ces marchés financiers? Alors, nous, on est toujours long sur les marchés actions. Donc on a, et essentiellement sur les marchés nord-américains. C'est clair qu'il faut accompagner, c'est-à-dire que nous, on n'achète pas un marché, on achète des entreprises, on investit dans des entreprises. Donc on est amené à arbitrer nos positions parce que les entreprises, elles ont leur vie et elles vont évoluer en fonction de l'environnement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les avantages compétitifs. Donc ça tombe bien puisque c'est en général là que ça s'expose et ça s'exprime le plus largement. Donc c'est parfait. Bon, je pense que sur les valeurs croissance qui ont été largement attaquées, et pas depuis le début de l'année, il y a eu le changement de wording de la Fed en novembre 2021. Et puis même avant, on avait déjà une contre-performance. Je pense qu'il faut commencer à regarder, parce qu'il y a des choses qui ont été quand même largement pénalisées. Donc le prix peut redevenir quelque peu attractif dans le marché. Donc il faut commencer, il faut y aller tranquillement, vraiment prendre son temps, parce que c'est très compliqué, on manque de visibilité, c'est évident. Mais comme je dis toujours, le vrai juge de paix, c'est la qualité des résultats des sociétés. Donc nous, on continue dans ce sens, et ce qu'on regarde, c'est effectivement ça, et d'être diversifié. Voilà. Mais de commencer à remettre un peu de croissance, oui. Zacharia Darwish, même question. Qu'est-ce que vous regardez actuellement? Qu'est-ce qu'il y a dans votre viseur sur les marchés financiers aujourd'hui? Alors la première chose, c'est acter le fait qu'on est dans un changement de régime. C'est-à-dire qu'au niveau des volatilités de marché de taux, en particulier crédit, on est passé sur un régime très élevé. Donc quel que soit le pari, quel que soit les positionnements de portefeuille, ils sont plus modérés que ce que ça aurait pu être dans le passé. Après, nous, on regarde donc deux aspects. Le premier, c'est sur la duration, sur l'achat des obligations d'État. Et là, on commence à regarder les banques centrales qui sont plutôt en fin de cycle de remontée de taux d'intérêt. Donc il y a certaines banques centrales qui sont intéressantes à regarder, telles que l'Australie, l'Europe de l'Est, les Nordiques, et puis bientôt les États-Unis. Et puis sur le marché de crédit, il nous semble que le pricing est assez pessimiste. Donc par exemple en Europe, le marché de crédit anticipe une entreprise sur 3 sur le segment yield qui fait défaut dans les 5 prochaines années. Ça me semble beaucoup. Avec la volatilité actuelle, ça peut aller bien plus loin, mais dans une logique d'achat à moyen terme, ça a du sens de rentrer du crédit aujourd'hui. C'est vrai que le crédit, on n'en a pas beaucoup parlé, on en reparlera une prochaine fois, mais effectivement. Et Florian Yelpo, pour finir, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Alors, je vais être le plus pessimiste de tous. Dans nos fonds multi-actifs, on a aujourd'hui 70% de cash, 70%. Donc donc vous êtes sorti. Voilà, on est plutôt hors du marché, et c'était un peu notre biais d'investissement de l'année. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on est remonté jusqu'à 50-60% de cash, donc on a pu diminuer ce coup-ci. Mais pour l'instant, la balance, disons, entre les risques et les opportunités, elle est encore assez défavorable. Il nous faudrait un rallye assez marqué, je pense, sur les actions globales, sans discrimination entre styles, pour commencer à en remettre.
Maintenant, si on rebase ça, on regarde juste l'allocation qu'on a entre actions et obligations, on voit la montée de la volatilité des actions, donc on a des obligations, pardon. Donc on a encore moins d'obligations que d'habitude, quelque part. Pour l'instant, c'est là où on en est. C'est là qu'il va y avoir cette fourche entre récession, pas récession, récession, obligation, pas récession, retour action. On est en stand-by pour le moment. En attente de voir comment la situation évolue, quoi. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir nous accompagner dans Smart Bourse. Merci Florian Yelpo, responsable de la macro pour Lombard Odier Investment Management. Virginie Robert, présidente de Constance Associés, et Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux crédit chez CPRAM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Comment investir de manière responsable? C'est la question qui va nous animer à présent dans Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Frédéric Villot, fondateur de Mediatico. Bonjour Frédéric Villot. Bonjour Nicolas Panier, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau. On va évoquer donc ensemble le sujet de l'investissement responsable. Et ça n'est pas pour rien puisque si on fait le lien avec une actualité récente, la semaine de la finance responsable vient de se terminer. Elle se tenait début octobre. C'est ça, c'était la 13e édition de cette semaine de la finance responsable. Elle est organisée, vous savez, tous les ans depuis quasiment 20 ans maintenant par le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, qui rassemble, lui, tous les acteurs du secteur sur le marché français, alors que ce soit les sociétés de gestion, les investisseurs responsables, les agences de notation extra-financière, les ONG. Et puis, l'objectif du Forum pour l'investissement responsable, bien sûr, c'est de développer les bonnes pratiques autour de l'ISR, avec ces 3 critères, ESG, environnement, social, gouvernance, les critères qui permettent aux investisseurs de sélectionner les bonnes valeurs pour constituer leur portefeuille. Bien sûr. Et puis, l'objectif de cette semaine de la finance responsable, il est un petit peu différent. Il est quand même de convaincre le grand public de basculer une partie de ses avoirs, de son épargne, de ses participations financières vers des placements ISR. Et alors, est-ce qu'on a pu constater cette semaine, justement, après l'été qu'on a connu, l'actualité de plus en plus fournie sur les sujets de transition énergétique ou autre, plus de résonance que les autres années sur le thème de la finance responsable, justement? Eh bien, moi, je trouve pas. Donc, un petit peu de déception, j'avoue. Moi, je trouve qu'en fait, les acteurs financiers ne font pas tout à fait le job. Moi, j'attends que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, les grandes banques de réseau disent à leurs clients, à tous leurs clients, qu'ils écrivent une lettre en disant « Allez-y, placez une partie de vos avoirs en investissement socialement responsable ». Cela dit, il y a quand même, comme chaque année, à peu près une vingtaine d'événements qui sont organisés un peu partout en France. Il y en a en ligne, il y en a en physique, il y a des conférences, il y a des ateliers et il y a des sujets vraiment intéressants qui ont été abordés. Donc, par exemple, on a parlé pendant cette semaine de la finance responsable de la diversité homme-femme. Comment est-ce qu'elle crée de la valeur dans l'entreprise et donc de l'impact positif? On a parlé du sujet de la transition agroécologique. On a parlé des forêts françaises. On a parlé du numérique éthique. On a parlé aussi d'un sujet qui m'intéresse bien, moi. C'est celui de l'industrie du tabac. On dit beaucoup que le tabac, c'est pas bien, il ne faut pas investir dedans. Sauf que si vous regardez le label ISR aujourd'hui tel qu'il est en cours de préparation par le gouvernement français, il n'exclut pas expressément le tabac. Ça interpelle, parce que le tabac, c'est pas bon pour la santé, tout le monde le sait. 2, ça dévore des milliers de litres d'eau pour la culture du tabac. Donc c'est assez étonnant que cette question du tabac, que le tabac soit pas exclu. Et puis enfin, bien sûr, oui, vous l'avez dit, il y a le sujet climatique, dont on parle énormément depuis maintenant quelques temps. Et il y a eu cet appel de l'ONG Reclaim Finance qui dit « Changez de banque si votre banque n'est pas en train de mettre votre argent au service du climat ». Donc effectivement, là, on a adressé un petit peu tous les sujets en lien avec cette sensibilisation, cette pédagogie vis-à-vis du grand public. Et d'ailleurs, alors c'est quand même assez intéressant, c'est que vous dites que ça ne va pas assez vite, mais pour autant, on a quand même un sondage qui nous montre que les attentes des Français sont fortes en matière de durabilité, en matière de finances responsables ou en matière de durabilité? Eh bien, les deux. En réalité, d'abord en matière de durabilité et ensuite en déclinant vers la finance responsable. C'est un sondage IFOP qui nous dit ça tous les ans, le sondage sur les Français et la finance responsable. Et cette année, il nous apprend 2 choses. D'abord, il nous dit que 60% des Français accordent une place importante aux impacts sociaux et environnementaux dans leurs décisions de placement. Quand ils choisissent un fonds, par exemple, ils se disent « Moi, je veux d'abord savoir à quoi ça va servir si je mets tant de milliers d'euros dedans. » Et puis, on voit aussi que le social et l'environnemental, tous les deux, sont aussi importants aux yeux des Français. Ce sondage IFOP, il leur pose une question, il leur demande « Quel est votre premier sujet de préoccupation ?»
il y a 2 sujets ex aequo qui sortent. La pollution, les droits humains. Donc, vous voyez, l'environnement et le social. Quel est le deuxième sujet qui sort derrière? Ex aequo aussi, le changement climatique et le bien-être au travail. Donc, on voit que pour les Français, social, environnement, les 2 sujets sont très importants dans leur décision de placement. Il y a d'autres enseignements du sondage, de Frédéric? Oui, c'est cette déception des Français. Je vous parlais de la mienne tout à l'heure, mais en fait, les Français sont un petit peu déçus aussi. Je vais vous dire pourquoi. 46% des épargnants sont convaincus que leur argent, leur épargne peut vraiment avoir un impact positif. Et en même temps, on voit que 61% pensent qu'aujourd'hui, l'impact de leurs produits responsables est neutre. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de retour d'expérience, ils n'ont pas le retour de l'information sur ce à quoi sert leur placement. Donc en fait, ils attendent des preuves tangibles de l'impact de leur placement et leurs banquiers, ils ne leur donnent pas. Donc la morale de cette histoire-là, c'est que les Français, ils sont très conscients des enjeux, ils sont très motivés, mais ils veulent des éléments discriminants pour être sûr que leur placement va avoir un impact fort au plan social et environnemental. Et donc, ils veulent un label ISR qui soit très exigeant. Effectivement, et le sondage disait aussi qu'ils étaient assez peu nombreux à savoir ce que voulait dire ISR réellement. Investissement socialement responsable. Mais c'est vrai que les acronymes ne parlent pas. Et donc, il y a besoin vraiment de pédagogie de la part du secteur bancaire. Concrètement, Frédéric, comment est-ce qu'on fait pour avoir un impact fort dans ces placements quand on décide de prendre le sujet de son épargne à bras-le-corps? Alors ça dépend un petit peu qui vous êtes, quelle est votre identité. Donc si vous êtes un particulier ou un investisseur institutionnel, par exemple, c'est pas la même chose. Prenons le cas de l'investisseur institutionnel. Regardez ce que fait l'IRCANTEC, c'est la caisse de retraite complémentaire de la fonction publique. Il gère 15 milliards d'euros en ISR tous les ans, donc c'est énorme. Et pendant cette semaine de la finance responsable, ils ont ouvert un débat assez intéressant, bien posé, je trouve, c'est comment assurer la transmission des patrimoines économiques, sociaux et environnementaux aux générations futures. Donc on parle d'aujourd'hui et on se projette sur dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Alors évidemment, c'est pas en 2 heures qu'on a tranché la question, sauf que dans le débat, on a vu que derrière les critères, derrière les normes, critères USG, les normes ISR, etc., derrière les modèles de risque, il y a toujours des enjeux politiques, sociétaux et environnementaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette finance qui nous paraît lointaine, qui nous paraît opaque, en fait, c'est un acteur politique essentiel de notre société. Et en fait, ils ont le pouvoir du sauvetage ou du naufrage de notre société et donc de l'avenir des générations futures. Et évidemment, cette finance, elle sera comptable de ce qu'elle décide de faire ou de ne pas faire aujourd'hui. Alors ça, c'est effectivement pour les investisseurs institutionnels qui gèrent des milliards d'euros, comme vous venez de le dire. Quand on est citoyen, épargnant et qu'on veut investir, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les marchés financiers et on choisit selon un label ou une catégorisation? Comment on fait? Alors, sur les marchés financiers, c'est compliqué. On peut acheter les actions une par une en faisant du picking, là, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Non, l'idée, c'est de passer un petit peu de temps pour trouver les placements qui vous correspondent d'abord, hein, parce qu'on parle de ce qui nous motive, nous. Oui, et parce puis, qu'on peut être plus... Effectivement, là, le S et le E étaient au même niveau, mais on peut avoir un biais plus fort sur l'environnement ou sur le social. Ou sur la gouvernance. Ou sur la gouvernance. La démocratie, effectivement, pourquoi pas. Et donc, en fait, on va aussi toujours aller chercher des placements qui sont dotés d'un label, un label exigeant. Donc par exemple, si vous voulez juste épargner, vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous allez vous tourner vers des placements solidaires, labellisés par Finansol, au travers desquels vous pouvez partager une partie du rendement de votre épargne. Et vous les partagez avec une ONG, avec une association. Et puis si vous aimez investir, prendre un petit peu plus de risques, et là vous pouvez chercher un fonds qui est labellisé ISR ou Greenfin, ou alors vous pouvez chercher un fonds sectoriel qui vous parle et qui correspond à ce que vous voulez faire. Et donc là, on ira chercher au sein d'un secteur en question quelque chose qui correspondrait à nos valeurs, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on peut investir également directement dans des entreprises ou des associations qui nous parlent? C'est là que ça devient quasiment le plus intéressant en tous les cas à mes yeux. C'est parfois on connaît un dirigeant d'entreprise ou on connaît une petite boîte dans sa région et on se dit comment je fais moi aussi pour investir, pour l'aider, parce que ça me parle et c'est concret pour moi, c'est sur mon territoire. Et pour ça, on se tourne vers les plateformes de financement participatif. Alors j'en ai sélectionné 2 pour vous aujourd'hui, comme je fais un petit peu chaque mois. Vous allez sur We Do Good, qui est une plateforme spécialisée dans le reversement de royalties. Et j'ai repéré chez eux le projet RecNorec, retenez ça, qui récupère des plastiques orphelins. Et alors, ce qu'ils en font de ces plastiques orphelins, eux, ils les recyclent dans un nouveau matériau qui va être 100% recyclable, qui est imputrescible, qui est dur comme du bois, qui peut être travaillé. Et ils en font, par exemple, du mobilier de jardin. Avec ça, ils font des emplois inclusifs locaux, donc des emplois d'insertion. Et en fait, ce dont ils ont besoin, c'est 500 000 €
pour lancer leur nouvelle unité de production. Au jour d'aujourd'hui, il y a 240 investisseurs qui ont déjà apporté 150 000 euros, donc il en manque un petit peu. Il reste 60 jours pour investir. Et la promesse de ce placement-là, c'est 3% du chiffre d'affaires en royalties. Donc ça, c'est intéressant. Et puis le deuxième placement que j'ai repéré pour vous, c'est sur lita.co, une autre plateforme de financement participatif. Il y a un projet qui s'appelle Terrafine. C'est une coopérative de foncier agricole. Son métier, c'est de lutter contre la désertification des campagnes. Il faut savoir qu'il y a 150 000 exploitations dont les exploitants vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Et puis, leur métier, c'est aussi d'apporter des financements alternatifs aux exploitations agroécologiques qui sont en difficulté financière. Parce que les banques ne veulent pas leur prêter, donc ils sont en difficulté. Et eux, ils apportent des financements. Alors, Terrafine, aujourd'hui, ils émettent pour 300 000 euros de nouvelles parts sociales. Donc, ils augmentent la valeur des parts sociales de la coopérative. Ils ont déjà collecté 20% de ce dont ils ont besoin. Ils sont en levée de fonds jusqu'à fin 2022 et c'est éligible à l'IR-PME. Donc, vous pouvez à la fois aider Terrafine et défiscaliser une partie de votre investissement. Si on prend un petit peu de recul sur l'investissement socialement responsable, il y a une question qu'on se pose souvent, et d'ailleurs les réponses ne sont pas toujours les mêmes. C'est intéressant d'avoir votre vision sur le sujet. Il y a de la performance quand on fait de l'ISR ou de l'investissement durable ? Il y a de la performance. On le sait, il y a plein d'études qui ont été écrites et rédigées et questionnées là-dessus. On le sait, il y a de la performance. Attention, là, on vient de parler d'investir dans des petites entreprises. Il y a toujours un risque quand on place. Il y a beaucoup moins de risques après quand on va placer sur un fonds labellisé ISR ou Greenfield. Mais il y a toujours un risque quand on place de l'argent. Et la performance, elle est au rendez-vous. Pas partout, comme dans tous les placements financiers. Avec vos invités précédemment, on était en train de parler de la récession qui risque d'arriver. Voilà, bah oui, peut-être qu'effectivement, on a des valeurs d'investissement qui vont diminuer aussi dans le secteur de l'investissement socialement responsable. Mais en réalité, quand on regarde sur le long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, l'investissement socialement responsable, il rapporte, et parfois même, certaines années, il rapporte davantage que le benchmark du CAC 40. Donc oui, vous pouvez y aller, mais il y a toujours une part de risque. Alors, vous nous avez donné certains exemples, certains investissements, même parfois en direct, qui permettent de faire des investissements en lien avec leurs valeurs. Quand on parle d'ISR, pour ceux qui connaissent, parce que le sondage montre effectivement que tout le monde ne connaît pas, il y a souvent cette notion de flou. C'est que oui, j'ai envie de le faire, mais alors quand il s'agit de commencer à le faire, je suis complètement perdu, je ne sais plus vers qui me tourner. Comment est-ce qu'on peut régler ce sujet-là ? Pendant très longtemps, on avait Novetic, qui était un petit peu le média de référence avec la Caisse des dépôts qui est derrière. Et donc, voilà, Novetic, c'est un vrai outil pour aller sélectionner des fonds d'investissement. Ils ont un palmarès de fonds labellisés ISR. Mais aujourd'hui, voilà, le label ISR dont s'occupait Novetic est revenu dans le giron de Bercy. Vous avez le label Greenfin qui dépend aujourd'hui du ministère de la Transition écologique. Et donc, vous avez là des référentiels dans ces deux ministères-là qui vous disent quelle est la liste de tous les placements qui sont officiellement labellisés. Donc ça, c'est une réponse. Donc on peut commencer par regarder effectivement les labels pour orienter son épargne et faire de l'investissement socialement responsable. Merci beaucoup Frédéric Villot. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mediatico. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse. Smart Bourse, on vous le rappelle, 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance sur les marchés financiers avant la grande édition du soir à 17h. On se retrouve demain à 12h30. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.